Personne ne voulait me regarder dans les yeux. Pas depuis ce matin de mars où j'ai annoncé la mort de M. Beaumont 3 jours avant qu'il ne s'effondre devant sa boulangerie. Les gens traversaient la rue quand ils me voyaient arriver. Les mères serraient leurs enfants contre elles. Mon propre frère a cessé de répondre à mes appels. Mais ce don, cette malédiction, je ne l'avais jamais demandé. Ça a commencé la nuit de mes 42 ans, après l'accident. Les médecins disaient que j'avais eu de la chance de survivre. Ils ne savaient plus pas ce qui m'attendait. Maintenant, je voyais des choses, des ombres qui suivaient certaines personnes, des visages qui devenaient transparents pendant quelques secondes, et cette voix dans ma tête qui murmurait des noms, des dates, des lieux, toujours exacts, toujours impitoyables. J'ai essayé de me taire, j'ai essayé d'ignorer les visions. Mais quand j'ai vu Madame Roussel, avec cette ombre qui l'enveloppait comme un linceul, je n'ai pas pu. Je lui ai dit de ne pas prendre le train de 17 heures. Elle a ri nerveusement et m'a tourné le dos. Le lendemain, les journaux parlaient du déraillement. 16 morts. Son nom figurait sur la liste. C'est là que tout a basculé. Le village entier me regardait désormais comme une sorcière. Le curé refusait de me donner la communion. Mes voisins ont fait venir un prêtre pour bénir leur maison. Et moi, je continuais à voir, à savoir, à porter ce fardeau qui m'écrasait un peu plus chaque jour. La première fois que j'ai compris l'étendue de mon don, j'étais au marché. C'était un samedi matin ordinaire, le genre de matinée où le soleil réchauffe doucement les pavés et où l'odeur du pain frais se mêle à celle des fleurs. Je cherchais des tomates chez le maraîcher quand je l'ai vue. Cette jeune femme, peut-être 25 ans, qui riait avec son compagnon près de l'étal des fromages, belle, vivante, radieuse, mais autour d'elle, il y avait quelque chose, une brume grisâtre que personne d'autre ne semblait remarquer. Mon cœur s'est serré. Mes mains sont devenues moites. La voix dans ma tête a murmuré une date, dans 8 jours. J'ai laissé tomber mon panier. Les tomates y ont roulé sur le sol. Les gens m'ont regardé bizarrement, certains avec pitié, d'autres avec cette nouvelle crainte que j'apprenais à reconnaître. Je suis rentré chez moi en courant, les jambes tremblantes. J'ai verrouillé la porte, fermé les volets. Peut-être que si je ne voyais personne, si je restais enfermé, les visions cesseraient. Mais elles ne cessaient jamais. Elles devenaient même plus précises, plus détaillées, plus insupportables. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais savoir quelque chose. Vous qui m'écoutez en ce moment, de quelle ville me regardez-vous? Laissez-moi un commentaire. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul, que quelqu'un quelque part comprend ce que je traverse. Parce que ce qui m'est arrivé pourrait arriver à n'importe qui. Les 8 jours se sont écoulés comme une torture. Je voyais cette jeune femme partout dans mes pensées. J'ai essayé de la retrouver, de la prévenir, mais
Comment fait-on pour aborder une inconnue et lui dire qu'elle va mourir? J'ai parcouru le village pendant des heures, en vain. Le 8e jour, j'ai appris par la rumeur qu'une jeune touriste est morte noyée dans la rivière. Accident, disaient les gendarmes. Mais moi, je savais. J'aurais pu la sauver. Cette pensée me rongeait de l'intérieur comme un acide. Mon appartement est devenu ma prison. Je ne sortais plus que pour acheter le strict nécessaire, toujours la tête baissée, évitant tout contact visuel. Mais le don ne me laissait aucun répit. Même enfermé, les visions venaient. Je voyais mes voisins à travers les murs. Je savais qui allait partir et quand. Monsieur Dubois du 3e étage. 3 semaines. Madame Mercier qui promène son chien tous les soirs. 2 mois. Le facteur qui sourit toujours. 6 jours. C'est devenu insoutenable. J'ai consulté des médecins, des psychiatres. Ils parlaient de stress post-traumatique, de dépression, de délire. Ils me prescrivaient des pilules qui ne changeaient en rien. Parce que ce n'était pas dans ma tête. C'était réel. Terriblement réel. Un soir de novembre, alors que la pluie tambourinait contre mes fenêtres, quelqu'un a frappé à ma porte. Des coups insistants, urgents. J'ai hésité. Plus personne ne me rendait visite depuis des mois. J'ai ouvert la porte avec précaution. Devant moi se tenait une femme que je ne connaissais pas. La cinquantaine, les cheveux gris tirés en chignon strict. Des yeux d'un bleu perçant qui semblaient voir à travers moi. Elle portait un long manteau noir malgré la pluie qui trempait ses épaules. Elle n'a pas demandé la permission d'entrer. Elle laissait simplement passer devant moi et s'est installée dans mon salon comme si elle était attendue. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, la main encore sur la poignée. Cette femme dégageait quelque chose d'étrange. Pas de menace, mais une autorité naturelle qui me clouait sur place. Elle a regardé autour d'elle, observant mes rideaux tirés, mes piles de journaux, mon désordre. Puis, elle m'a fixé. « Vous n'êtes pas la seule », a-t-elle dit simplement. Sa voix était douce, mais ferme. « Vous n'êtes pas folle. Et ce que vous avez n'est pas une malédiction. C'est un héritage. » Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang pulser dans mes oreilles. Comment savait-elle? Qui était-elle? Elle s'est présentée. Hélène Marchand. Elle m'a expliqué qu'elle aussi portait ce don depuis l'âge de 40 ans, que nous étions plusieurs, dispersés à travers le pays, à voir ce que les autres ne voyaient pas, à connaître ce que personne ne devrait connaître. Mais pourquoi moi? Ai-je demandé, ma voix brisée par des mois de silence et de solitude. Elle a souri tristement. Personne ne le sait vraiment. Certaines disent que c'est génétique, transmis par les lignées féminines. D'autres pensent que c'est lié à un traumatisme, un événement qui ouvre une porte dans notre esprit. Ce qui est certain, c'est que nous existons depuis toujours. Les voyantes, les oracles, les devineresses. L'histoire les a brûlées, enfermées, réduites au silence, mais nous sommes toujours là,
Hélène est restée 3 heures cette nuit-là. Elle m'a raconté son histoire. Comment elle avait prédit la mort de son mari. Comment elle avait été rejetée par sa famille. Comment elle avait failli se suicider. Puis elle avait rencontré d'autres femmes comme elle, un réseau secret qui existait depuis des décennies, peut-être des siècles. Elles s'aidaient, se soutenaient, apprenaient à vivre avec ce fardeau. Et surtout, elles essayaient de comprendre pourquoi certaines personnes et pas d'autres, pourquoi certaines morts pouvaient être évitées et d'autres non. Y avait-il des règles, une logique derrière ces visions? Hélène m'a proposé de me joindre à elle, de rencontrer ce groupe de femmes qui comprendraient ce que je traversais. J'ai accepté sans hésiter. L'alternative était de devenir complètement folle dans mon appartement. 2 semaines plus tard, je montais dans un train pour Paris. Hélène m'avait donné une adresse dans le 14e arrondissement. Un appartement au 5e étage d'un immeuble haussmannien. Quand je suis arrivé, elles étaient 7, assises en cercle dans un salon aux murs couverts de livres anciens. 7 femmes d'âge différents, de milieux différents, mais toutes avec ce même regard. Ce regard hanté de celles qui voient trop. Elles m'ont accueilli sans jugement, sans pitié, juste une reconnaissance silencieuse. L'une d'elles, une femme nommée Sylvie, a pris la parole en premier. Elle était professeure de mathématiques avant son don. Maintenant, elle ne travaillait plus. Comment le pourrait-elle, en sachant que 3 de ses élèves mourraient avant la fin de l'année? Une autre, Marguerite, était médecin. Elle avait dû quitter l'hôpital. Impossible de soigner des patients en sachant lesquels ne verraient pas l'aube. Chacune avait sa propre histoire de perte, d'isolement, de rejet. Mais ensemble, elles avaient trouvé quelque chose qui ressemblait à la paix, ou du moins à l'acceptation. Elles m'ont appris leur technique, comment respirer quand une vision arrive, comment distinguer les morts inévitables de celles qui peuvent être changées, comment vivre avec la culpabilité de celles qu'on ne peut pas sauver. Mais elles m'ont aussi révélé quelque chose de plus sombre. Il existait des gens qui voulaient nous exploiter, des individus puissants qui auraient pu payer des fortunes pour connaître l'avenir. Bloco 10. À Lyon, j'ai loué une chambre dans un hôtel miteux près de la gare, le genre d'endroit qui ne pose pas de questions si on paie en liquide. J'ai verrouillé la porte, poussé une chaise contre la poignée et je me suis effondré sur le lit. Pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré, de peur, d'épuisement, de solitude absolue. Les semaines suivantes ont été un brouillard. Je changeais d'hôtel tous les 3 jours. Je ne sortais que pour acheter de la nourriture et des journaux. Je cherchais désespérément des informations sur Hélène et les autres, mais il n'y avait rien. C'était comme si elles n'avaient jamais existé. Leur numéro ne répondait plus. L'appartement parisien où nous nous réunissions, quand j'ai réussi à y retourner discrètement, était vide. Pas de meubles, pas de livres, pas de traces.
comme si quelqu'un avait tout effacé. Mais le don, lui, ne m'avait pas abandonné. Au contraire, il devenait plus intense chaque jour. Je voyais maintenant non seulement les morts à venir, mais aussi les circonstances, les détails précis. L'homme dans la rue qui mourait, écrasé par une voiture le mardi suivant à 14h37. La femme au café qui ferait un arrêt cardiaque dans son sommeil dans 11 jours. L'enfante qui... Non, je ne pouvais pas penser aux enfants. C'était trop. Un soir, alors que je marchais le long du Rhône pour tenter de calmer mes nerfs, j'ai eu une vision différente. Pas une mort, quelque chose d'autre. Une image floue d'un endroit que je ne connaissais pas. Un manoir ancien dans la campagne. Et une voix, celle d'Hélène, qui murmurait un nom. Château de Montferrat. J'ai passé la nuit à chercher sur les ordinateurs de la bibliothèque municipale. Le château de Montferrat existait. Dans le Var, perdu au milieu des vignobles et des forêts. Propriété privée. Aucune information sur ses occupants. Mais quelque chose me disait que je devais y aller. Que les réponses se trouvaient là-bas. J'ai pris un train pour le sud. Le voyage a duré des heures. À chaque arrêt, je scrutais les quais, cherchant des visages suspects. Le château de Montferrat était encore plus isolé que je ne l'imaginais. À 15 kilomètres du village le plus proche, au bout d'un chemin de terre défoncé. J'ai dû faire de l'autostop, puis marcher le reste du trajet. Quand j'ai enfin aperçu les tours du château à travers les arbres, le soleil se couchait. L'endroit était magnifique et terrifiant à la fois. Des murs de pierre couverts de lierre, des fenêtres aux volets fermés, un silence absolu, perturbé seulement par le chant des cigales. J'ai hésité à la grille d'entrée. Et si c'était un piège, si la vision d'Hélène n'était qu'un moyen de m'attirer ici? Mais je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'ai poussé la grille, qui s'est ouverte en grinçant. Le jardin était envahi par les mauvaises herbes. Manifestement, personne ne vivait ici depuis longtemps, ou alors les occupants voulaient donner cette impression. J'ai frappé à la porte massive en bois. Pas de réponse. J'ai frappé encore. Rien. J'étais sur le point de faire le tour du bâtiment quand la porte s'est ouverte brusquement. Devant moi se tenait une femme que je ne connaissais pas. Peut-être 70 ans, mince et droite comme un i. Les cheveux blancs coupés courts. Mais ses yeux avaient ce regard. Elle m'a dévisagé un long moment, puis a souri légèrement. « Tu es venu », a-t-elle dit simplement. « Entre. » Les autres t'attendent, hein? Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Les autres? Elle m'a conduite à travers des couloirs sombres, aux murs ornés de portraits anciens, des femmes, toutes des femmes, avec ce même regard perçant. Qui étaient-elles? Nos ancêtres, a répondu la vieille femme, comme si elle lisait dans mes pensées. Nous sommes arrivés dans une vaste bibliothèque, éclairée par des dizaines de bougies. Et là, assises autour d'une table ronde, elles étaient. Tila, Hélène, Sylvie, Marguerite, toutes les femmes du groupe parisien, vivantes,
en sécurité. Je suis resté figé sur le seuil, ne sachant si je devais pleurer de soulagement ou hurler de colère. Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenu? Pourquoi m'avait-elle laissé dans l'angoisse pendant des semaines? Hélène s'est levée et s'est approchée de moi. Je suis désolé. Nous devions être sûrs que tu n'étais pas suivi, que tu viendrais de ton plein gré. Elle m'a guidé vers une chaise. La vieille femme qui m'avait ouvert la porte s'est présentée. Docteur Angèle Moreau. Elle était, selon Hélène, la doyenne de notre communauté, celle qui savait. Angèle a posé sur moi un regard qui semblait peser mon âme. Tu es plus forte que tu ne le crois, a-t-elle dit. Plus forte que n'importe laquelle d'entre nous à ton stade. Ton don évolue rapidement, trop rapidement. C'est ce qui a attiré leur attention. Leur attention, ai-je demandé. Qui sont-ils? Angèle a échangé un regard avec Hélène avant de répondre. Il existe une organisation, très ancienne, très puissante. Il collecte des informations sur des gens comme nous depuis le Moyen Âge. Il nous étudie, nous classifie. Et parfois, quand ils jugent que nous devenons trop visibles, trop dangereuses, ils nous font disparaître. Un frisson m'a parcouru les chaînes. Disparaître? Tu veux dire tuer, a complété Angèle sans émotion, ou enfermer, ou effacer notre mémoire par des méthodes que je préfère ne pas détailler. Ils ont des ressources illimitées et aucun scrupule. L'article dans le journal de ton village n'était pas un hasard. Angèle a sorti une chemise cartonnée de sous la table. Elle contenait des dizaines de documents, des photos, des rapports, des articles de journaux de différentes époques. Tous concernaient des femmes comme moi, des femmes qui avaient prédit des catastrophes, qui savaient noter des choses qu'elles n'auraient ni pas dû savoir. Certaines avaient fini dans des asiles, d'autres avaient mystérieusement disparu. Une, dans les années 50, avait été retrouvée morte dans sa baignoire, officiellement un suicide. Mais Angèle savait la vérité. Cette organisation, elle l'appelait le Cercle. Ils existaient, c'était depuis l'Inquisition, peut-être même avant. À l'origine, c'était l'Église qui pourchassait les voyantes, les accusant de sorcellerie. Mais avec le temps, le Cercle s'était détaché de l'Église, était devenu indépendant. Maintenant, il travaillait dans l'ombre, infiltré dans les gouvernements, les services de renseignement, les grandes corporations. Leur objectif était simple, contrôler l'information sur l'avenir, monopoliser ce pouvoir, éliminer toute concurrence. Et nous étions une menace pour ce monopole. Hélène a pris le relais. Quand ton nom est apparu dans ce journal, leur système de surveillance l'ont détecté. Ils ont commencé à creuser. Ils ont trouvé des traces de tes prédictions correctes. Ils ont interrogé des gens de ton village. Ils te cherchent activement maintenant. Mon estomac s'est noué. Mais alors, comment suis-je en sécurité ici? Angèle a souri, un sourire sans joie. Ce château appartient à ma famille depuis 400 ans.
Il a été construit spécifiquement comme refuge pour des femmes comme nous. Les murs contiennent du fer, du sel, des symboles anciens. Rien de tout cela ne marche vraiment pour bloquer notre don, bien sûr. Mais ces vieilles protections ont une utilité. Elles brouillent les traces électroniques, perturbent les équipements de surveillance modernes. J'ai passé les mois suivants au château. Angèle m'a enseigné des choses que je n'aurais jamais imaginées. Notre don avait des niveaux. La plupart des voyantes restaient au premier niveau, voyant les morts à venir de façon floue et imprécise. Quelques-unes, comme moi, accédaient au deuxième niveau avec des visions détaillées et datées. Mais il existait un troisième niveau. Angèle était la seule à l'avoir atteint. Elle ne voyait pas seulement les morts individuelles, elle voyait les catastrophes à grande échelle. Les épidémies, les guerres, les effondrements économiques. Elle avait prévu la chute du mur de Berlin, le tsunami de 2004, la crise financière de 2008. Mais elle n'avait rien pu faire pour les empêcher, parce que c'est l'autre vérité qu'elle m'a révélée. Notre don nous montre ce qui va arriver, mais nous ne pouvons changer que les petites choses, les détails. Sauver une personne ici ou là en les prévenant d'un danger immédiat. Mais les grandes lignes, le destin collectif, nous ne pouvons que le regarder se dérouler. C'est notre malédiction ultime, m'a dit Angèle un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis la tour du château. Savoir sans pouvoir agir. Voir la catastrophe approcher et devoir rester silencieuse. Car si nous parlons trop, si nous essayons d'alerter les masses, le cercle nous trouve et nous disparaissons. J'ai compris alors la véritable nature de notre existence. Nous étions des témoins condamnés au silence. Des Cassandres modernes que personne ne croirait et qui seraient punies si elles essayaient trop fort de convaincre. Mais un jour, tout a changé. Angèle a eu une vision qui l'a laissée tremblante et en sueur, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Angèle nous a toutes convoqués dans la bibliothèque cette nuit-là. Son visage avait vieilli de 10 ans en quelques heures. Elle y a mis longtemps avant de parler, comme si elle cherchait les mots justes pour décrire l'indescriptible. « J'ai vu notre fin », a-t-elle finalement murmuré. « Pas la mienne seule, la nôtre, toute. Le cercle a décidé que nous représentons une menace trop importante. Ils vont lancer une opération d'élimination massive. Dans 3 mois. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Hélène a été la première à retrouver sa voix. Comment? Où? Angèle a secoué la tête. Je ne sais pas exactement. Les visions du 3e niveau sont différentes, moins précises sur les détails, mais absolues sur le résultat. Ce que je sais, c'est qu'ils ont une liste. Nos noms, nos visages, nos lieux de résidence, même celles qui pensent être cachées. Ils ont passé des années à nous répertorier. Maintenant,
Ils vont nous faire disparaître toutes en même temps, pour qu'aucune ne puisse prévenir les autres. Sylvie s'est levée brusquement, renversant sa chaise. Non, non, c'est impossible. Nous sommes trop dispersés, trop nombreuses. Ils ne peuvent pas. Ils le peuvent, a coupé Angèle. Et ils le feront, à moins que nous agissions en premier. Mais comment? Ai-je demandé. Nous ne sommes qu'une poignée. Ils sont une organisation mondiale avec des ressources illimitées. Angèle m'a fixé de ses yeux perçants. C'est là que tu interviens. Ton don est différent, plus puissant. Tu n'as pas encore atteint le 3e niveau, mais tu es sur le point d'y accéder. Et quand tu y seras, tu pourras voir quelque chose que je ne peux pas voir. Elle y a marqué une pause. Tu pourras voir leur avenir à eux. Les membres du cercle, leur mort, mon sang s'est glacé. Tu veux que je prédise leur mort? Que je devienne leur bourreau? Non, a répondu Angèle fermement. Je veux que tu voies leur mort pour que nous puissions les éviter. Les prévenir, leur montrer que nous ne sommes pas leurs ennemis, que notre don peut leur être utile. C'était de la folie, pure et simple. Mais c'était aussi notre seule chance. Angèle m'a expliqué son plan. Si je pouvais accéder au 3e niveau, si je pouvais voir les morts des leaders du cercle, nous pourrions leur offrir cette information, prouver notre valeur, négocier notre survie. Les semaines suivantes ont été les plus difficiles de ma vie. Angèle m'a soumise à un entraînement intensif. Méditation profonde, privation de sommeil, techniques anciennes pour pousser le don au-delà de ses limites. C'était épuisant, douloureux, terrifiant. Chaque nuit, je plongeais plus profondément dans les visions. Je voyais maintenant des centaines de morts, des milliers, le flot incessant de l'humanité vers sa fin inévitable. Et puis, une nuit, j'ai basculé. J'ai atteint le 3e niveau. Soudain, je ne voyais plus seulement les individus. Je voyais les connexions, les réseaux, les causes et les effets qui s'étendaient sur des années, des décennies, des gouvernements qui avaient essayé, par le passé, de nous capturer, de nous étudier. C'est pour cette raison que nous devions rester cachés, que notre don devait rester secret. Hélène m'a montré des documents, des articles de journaux du début du 20e siècle sur des femmes internées dans des asiles pour hystérie. En réalité, c'était des voyantes comme nous, des dossiers militaires déclassifiés sur des expériences menées pendant la guerre froide. Le gouvernement américain avait essayé de créer un programme de vision à distance. Ils avaient échoué, mais avaient détruit des vies dans le processus. Nous étions dangereuses, non pas parce que nous faisions, mais parce que nous savions. Et il y avait toujours des gens prêts à nous faire disparaître pour protéger leurs secrets. J'ai passé 6 mois avec elle. 6 mois à apprendre, à comprendre, à accepter. Puis un jour, Hélène m'a prise à part. Elle avait l'air troublée.
ce qui était inhabituel pour quelqu'un d'aussi posé qu'elle. « J'ai eu une vision, m'a-t-elle dit, te concernant. Mon sang s'est glacé. » Hélène ne m'a pas dit ce qu'elle avait vu. Elle m'a simplement conseillé de rentrer chez moi, de reprendre ma vie normale, ou du moins d'essayer. Mais comment reprendre une vie normale quand on sait que Hélène, la femme la plus puissante de notre groupe, avait eu une vision si terrible qu'elle ne pouvait pas me la révéler? Le voyage de retour a été un cauchemar. Dans le train, j'ai vu 3 personnes avec l'ombre. 3 morts dans les semaines à venir. J'ai fermé les yeux, scieux d'appliquer les techniques de respiration qu'on m'avait enseignées, mais rien n'y faisait. Le don devenait plus fort, plus précis, comme s'il évoluait. Quand je suis arrivé dans mon village, quelque chose avait changé. Les regards hostiles étaient toujours là, mais il y avait autre chose, une curiosité malsaine. Des murmures sur mon passage. Le lendemain, j'ai compris pourquoi. Quelqu'un avait parlé à la presse. Un article dans le journal local racontait mon histoire. La femme qui prévoit les morts. Ils avaient cité mes prédictions correctes, interrogé des témoins. Le journaliste suggérait que j'avais peut-être quelque chose à voir avec ces décès. Après tout, comment pouvais-je les connaître à l'avance si je n'étais pas impliqué? Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était exactement ce contre quoi Hélène m'avait mis en garde. L'exposition publique, la suspicion, le danger. J'ai appelé Hélène en panique. Sa ligne ne répondait pas. J'ai essayé les autres membres du groupe. Aucune réponse. C'était comme s'ils avaient tous disparu d'un coup. La nuit suivante, j'ai reçu une lettre. Pas de timbre, pas d'expéditeur. Juste mon nom écrit à la main sur l'enveloppe, glissé sous ma porte. À l'intérieur, un message court et terrifiant. Le message disait simplement « Ils savent, disparaissez maintenant ». Pas de signature, mais l'écriture ressemblait à celle d'Hélène. Mes mains tremblaient et en tenant la feuille, qui savait? Que savait-il? Et pourquoi Hélène, toujours si calme et méthodique, me conseillait-elle de fuir? J'ai jeté quelques affaires dans un sac. Des vêtements, mon passeport, l'argent que je gardais en liquide pour les urgences. Mon téléphone, je l'ai laissé sur la table. Hélène m'avait expliqué qu'il pouvait nous tracer avec ça. À 3 heures du matin, je suis sorti par la porte de derrière. Les rues du village étaient désertes, éclairées seulement par quelques lampadaires défaillants. Chaque ombre me paraissait suspecte. Chaque bruit me faisait sursauter. J'ai marché jusqu'à la gare du village voisin, 3 kilomètres à pied dans l'obscurité. Mes pieds me faisaient mal. Mon cœur battait la chamade, mais je n'ai pas ralenti. Je devais partir, loin. À la gare, j'ai acheté un billet pour Lyon avec l'argent liquide. Pas de carte bancaire, pas de traces électroniques. Dans le train, j'ai observé les autres passagers avec méfiance. Y avait-il quelqu'un qui me suivait? Ce couple, au fond du wagon,
Cet homme en costume qui ne cessait de regarder son téléphone. J'étais en train de devenir paranoïaque. Mais après ce qui s'était passé, avais-je vraiment tort? C'était comme si on m'avait donné accès à une carte géante de l'avenir de l'humanité. Et au milieu de cette carte, je pouvais voir le cercle, leurs membres, leurs dirigeants, leurs secrets. J'ai vu la mort de leur chef, un homme nommé Vincent Armand, 63 ans, Français d'origine mais vivant à Genève. Il mourrait dans 6 mois d'un anévrisme cérébral pendant une réunion importante. J'ai passé 3 jours dans un état semi-comateux après cette vision. Quand je me suis réveillé, Angèle était à mon chevet. Elle souriait. « Tu as réussi. Tu es la plus jeune à avoir jamais atteint ce niveau. Maintenant, nous pouvons commencer. » Nous avons passé les jours suivants à préparer notre approche. Angèle connaissait quelqu'un, un ancien membre du cercle, qui avait déserté il y a des années. Il vivait caché dans les Alpes suisses sous une fausse identité. C'était notre seul contact possible avec l'organisation. Le voyage jusqu'à lui était dangereux. Nous devions traverser la frontière sans laisser de traces. Éviter toutes les caméras de surveillance, tous les points de contrôle. Hélène et moi sommes partis seuls. Moins nous étions nombreuses, moins nous attirions l'attention. Nous avons voyagé de nuit, dormant dans des granges abandonnées, achetant de la nourriture dans des petits villages où personne ne posait de questions. Le contact d'Angèle s'appelait Mathieu Ferrand. Quand nous l'avons trouvé dans son chalet isolé, j'ai été surprise. Je m'attendais à un vieil homme amer et paranoïaque. Au lieu de ça, j'ai trouvé quelqu'un de mon âge, aux yeux fatigués mais gentils. Il nous a fait entrer rapidement, vérifiant que personne ne nous avait suivis. Angèle m'a dit ce que vous pouvez faire, a-t-il commencé sans préambule. Si c'est vrai, si vous pouvez vraiment voir l'avenir des membres du cercle, alors oui, je peux vous aider à les contacter. Mais vous devez comprendre quelque chose. Ces gens ne négocient pas, ils éliminent. Votre seule chance est de leur offrir quelque chose de si précieux qu'ils ne peuvent pas refuser. Hélène a posé une enveloppe sur la table. Elle contenait tout ce que j'avais vu concernant Vincent Armand. Sa mort imminente, mais aussi d'autres informations. Des trahisons au sein de son organisation, des menaces qu'il ne voyait pas venir, des opportunités qu'il allait manquer. Mathieu a parcouru les documents, ses yeux s'élargissant à mesure qu'il lisait. Mathieu a levé les yeux vers moi, avec un mélange d'admiration et de terreur. Si tout ceci est exact, vous venez de me donner les informations les plus précieuses que le cercle ait jamais vues. Mais vous réalisez ce que cela signifie, n'est-ce pas? S'ils croient que vous pouvez vraiment faire ça, ils ne vous laisseront jamais partir. Ils vous enfermeront, vous étudieront, vous exploiteront jusqu'à ce que vous ne soyez plus utile. Puis, ils vous élimineront quand même. Je le savais. Bien sûr que je le savais. Mais quelle était l'alternative? Attendre qu'ils viennent nous chercher une par une? Au moins, en prenant l'initiative, nous avions une chance de contrôler la situation. Mathieu a accepté d'organiser une rencontre. Il avait encore des contacts, des gens qui lui devaient des faveurs. Il pourrait faire passer notre message. Mais il nous a avertis.
La réponse pourrait prendre des semaines. Et quand elle viendrait, nous devrions être prêtes à tout. Nous sommes retournés au château pour attendre. L'atmosphère y était devenue électrique. Toutes les femmes savaient que notre sort se jouait maintenant. Certaines voulaient fuir, disparaître dans la nature avant que le cercle ne réponde. Mais Angèle les en a dissuadées. Si nous fuyons maintenant, nous confirmons que nous sommes une menace. Notre seule chance est de montrer que nous pouvons être des alliés. 3 semaines plus tard, Mathieu a appelé. Ils acceptaient de nous rencontrer. Un seul émissaire, moi, seul, dans un lieu neutre à Genève. Dans 48 heures, mon cœur a failli s'arrêter, seul. C'était un piège évident. Mais Mathieu a insisté. C'était non négociable. Soit j'acceptais leurs termes, soit il n'y aurait pas de rencontre. Et sans rencontre, pas de négociation. Et sans négociation, nous étions toutes mortes. J'ai accepté. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Angèle m'a préparé pendant les 48 heures qui ont suivi. Elle m'a enseigné comment bloquer mes émotions, comment présenter les informations de manière à paraître utile, mais pas menaçante. Comment négocier quand on n'a aucun pouvoir réel. Le jour du départ, toutes les femmes du château sont venues me dire au revoir. Certaines pleuraient, d'autres restaient stoïques. Toutes savaient, elles, que je partais peut-être pour ne jamais revenir. Hélène m'a accompagné jusqu'à Genève. Elle devait m'attendre dans un café à 2 rues du lieu de rendez-vous. Si je ne ressortais pas dans 2 heures, elle devait prévenir les autres et elles devraient toutes disparaître immédiatement. L'endroit choisi pour la rencontre était un hôtel particulier dans le quartier des Eaux Vives. De l'extérieur, rien de particulier. Mais, quand je suis entré, j'ai compris que j'entrais dans un autre monde. Des agents de sécurité partout. Des caméras dernier cri. Un détecteur de métal que j'ai dû traverser. On m'a fouillé. On a pris mon téléphone, même la petite croix en argent que je portais autour du cou. Puis, on m'a conduite à travers des couloirs luxueux jusqu'à un bureau au dernier étage. Vincent Armand était là. Assis derrière un bureau massif en acajou, il m'observait avec la curiosité détachée d'un entomologiste examinant un insecte rare. Il était plus petit que je ne l'imaginais. Élégante, la soixantaine bien portée, des cheveux gris parfaitement coiffés. Mais ses yeux étaient froids. Calculateur, mademoiselle, a-t-il commencé d'une voix douce. Vous avez quelque chose à me montrer, paraît-il. J'ai posé sur son bureau l'enveloppe que j'avais préparée. Elle contenait des informations détaillées sur les 6 prochains mois de sa vie, les menaces, les opportunités et surtout sa mort. Vincent a pris son temps pour lire. Son visage ne trahissait aucune émotion. Quand il a eu fini, il a levé les yeux vers moi. Intéressant, très détaillé. Bien sûr, n'importe qui avec un bon réseau d'informateurs pourrait inventer ce genre de choses. Comment puis-je vérifier que vous dites la vérité? J'avais anticipé cette question. Dans 3 jours,
Votre adjoint, Monsieur Leroux, va recevoir un appel de sa maîtresse. Elle va lui annoncer qu'elle est enceinte. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'elle travaille pour vos concurrents russes. Cet appel est un piège pour le faire chanter. Le visage de Vincent est resté impassible, mais j'ai vu ses doigts se crisper légèrement sur le dossier. 3 jours, a-t-il répété. Très bien. Vous allez rester ici pendant ces 3 jours. Si votre prédiction se révèle exacte, nous parlerons. Sinon, il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. On m'a conduite dans une chambre au 3e étage. Luxueuse mais clairement une prison. La porte se verrouillait de l'extérieur. Les fenêtres étaient équipées de barreaux discrets mais solides. Un garde était posté en permanence dans le couloir. J'ai passé ces 3 jours dans l'angoisse. Et si je m'étais trompé? Et si la vision concernant Leroux n'était pas exacte? Notre don n'était pas infaillible. Parfois, les détails changeaient. Parfois, les gens prenaient des décisions différentes et le futur se modifiait légèrement. Le 3e jour, Vincent est entré dans ma chambre. Son visage avait changé. Vincent s'est assis en face de moi, ses yeux me scrutant avec une intensité nouvelle. C'était vrai. Tout ce que vous avez dit sur Leroux. Mot pour mot. L'appel est arrivé hier à 14h23. Nous l'avons intercepté. La femme travaillait effectivement pour les Russes. Il a marqué une pause. Vous comprenez ce que cela signifie? Vous ne devinez pas. Vous savez vraiment. J'ai hoché la tête, ma gorge trop serrée pour parler. Alors parlons affaires, a-t-il continué. Vous voulez que nous vous laissions tranquilles, vous et vos semblables. En échange, vous nous offrez vos services. C'est bien ça? Pas exactement, ai-je réussi à articuler. Nous ne voulons pas travailler pour vous. Nous voulons juste vivre en paix. Mais nous sommes prêtes à partager certaines informations, de façon limitée, pour prouver que nous ne sommes pas une menace, mais un atout. Vincent a souri, mais c'était un sourire de prédateur. Ma chère, vous ne comprenez pas votre position. Vous venez de me prouver que vous possédez le pouvoir le plus précieux au monde, la connaissance de l'avenir. Pensez-vous vraiment que je vais simplement vous laisser partir, que je vais permettre à ce pouvoir d'exister en dehors de mon contrôle? Mon sang s'est glacé. J'avais été naïve, terriblement naïve. Bien sûr qu'il n'allait pas nous laisser partir. Angèle avait raison depuis le début. Vincent a continué. Voici ce qui va se passer. Vous allez rester ici. Confortablement, je vous l'assure. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et en échange, vous allez travailler pour nous. Prédire les événements que nous vous indiquerons. Nous aider à prendre les bonnes décisions. Et petit à petit, nous trouverons les autres comme vous. Nous les rassemblerons. Nous créerons quelque chose de magnifique. Un réseau complet de voyantes sous notre contrôle. J'ai senti la panique monter en moi. Non, ce n'était pas ce qui était censé arriver. Nous devions négocier, trouver un terrain d'entente, pas devenir leur prisonnière. Et si je refuse? Ai-je demandé,
même si je connaissais déjà la réponse. Vincent s'est levé. Alors nous procéderons comme prévu initialement. L'élimination systématique de toutes les voyantes que nous avons identifiées, en commençant par celle du château de Montferrat. Oui, nous savons où elles sont. Nous avons toujours su. Nous attendions juste de voir si vous nous contacteriez. Vous nous avez fait gagner beaucoup de temps. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est retourné. Vous avez 24 heures pour décider. Coopération ou élimination. Votre choix. La porte s'est refermée derrière lui avec un bruit sourd. Je me suis effondré sur le lit, tremblante. J'avais tout gâché. En voulant sauver les autres, je les avais toutes condamnées. Le cercle savait maintenant exactement où nous étions. Ils n'avaient plus besoin de nous chercher. Nous nous étions livrés à eux. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai médité, plongé dans mon don comme Angèle me l'avait appris. Je devais voir. Je devais comprendre. Il devait y avoir une issue. Et c'est alors que j'ai eu la vision la plus claire de ma vie. Je me suis vu, dans ce même hôtel particulier, dans exactement 6 mois, le jour de la mort annoncée de Vincent. J'étais là, dans son bureau, quand l'anévrisme le frapperait. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai vu. J'ai vu que sa mort provoquerait un chaos au sein du cercle, une lutte de pouvoir, des divisions, et dans ce chaos, une fenêtre d'opportunité, une chance de s'échapper, pas immédiatement, mais bientôt. Le matin suivant, quand Vincent est revenu, j'avais pris ma décision. J'accepte, ai-je dit. Je vais coopérer. Mais j'ai une condition. Vincent a haussé un sourcil. Vous n'êtes pas en position de poser des conditions. Peut-être, ai-je répondu. Mais écoutez-moi quand même. Vous allez mourir dans 6 mois. Un anévrisme cérébral pendant une réunion importante. Je l'ai vu. Je peux vous dire exactement quand et comment. Son visage s'est durci. Vous mentez pour me manipuler. Non, et vous le savez, sinon vous ne m'auriez pas cru pour le roux. Vous pouvez vérifier. Faites-moi passer tous les tests médicaux que vous voulez. Mais la médecine ne détectera rien avant qu'il soit trop tard. Les anévrismes cérébraux sont imprévisibles, sauf pour moi. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux, la peur primale de sa propre mort qui perçait à travers son masque de contrôle. Ma condition est simple, ai-je continué. Je vous aide à éviter votre mort. En échange, vous laissez les femmes du château tranquilles. Vous ne lancez pas votre opération d'élimination. Nous travaillons pour vous, oui, mais en tant que consultantes libres. Pas comme des prisonnières. Vincent a réfléchi longuement. Finalement, il a secoué la tête. Non, trop de risques que vous vous échappiez. Mais je peux offrir ceci. Vous restez ici. Vous travaillez pour nous. Vous me sauvez la vie. Et en échange, les autres peuvent vivre libres. Tant qu'elles restent discrètes. Tant qu'elles ne causent aucun problème. Au premier signe de désobéissance, l'accord est rompu. Ce n'était pas ce que j'espérais, mais c'était mieux que rien. Au moins,
les autres seraient en sécurité. Je serais leur sacrifice. J'ai passé les mois suivants dans cet hôtel particulier. Ma prison dorée. Vincent m'utilisait pour tout. Prédire les mouvements du marché boursier. Anticiper les décisions politiques. Identifier les traîtres d'Aimé dans son organisation. Je détestais chaque minute. Mais je n'avais pas le choix. Hélène avait réussi à s'échapper le jour de mon arrestation. Elle y était de tourner au château prévenir les autres. Mathieu m'envoyait des nouvelles codées de temps en temps. Les femmes étaient en sécurité, dispersées, cachées, mais vivantes. C'était tout ce qui comptait. Vincent, quant à lui, était devenu obsédé par sa mort annoncée. Il consultait les meilleurs médecins, passait des examens chaque semaine. Tous confirmaient qu'il était en parfaite santé. Mais je savais la vérité. Dans 3 mois maintenant, puis 2, puis 1. J'avais marqué la date sur le calendrier mental. Le 15 mai. À 11h37 du matin. Dans son bureau. Pendant une réunion avec les têtes des sections européennes du Cercle. Le 15 mai est arrivé. Vincent était nerveux, même s'il essayait de le cacher. Il m'a fait venir dans son bureau à 10h. C'est aujourd'hui, n'est-ce que pas? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête. 11h37. Pendant votre réunion. Vous allez ressentir une douleur soudaine à la tempe gauche. Puis, vous vous effondrerez. Sans intervention immédiate, vous serez mort en 3 minutes. Il a respiré profondément. Et vous pouvez empêcher ça. Je peux vous dire quoi faire. Annulez la réunion. Allez immédiatement à l'hôpital. Demandez une IRM avec injection de contraste. Ils trouveront l'anévrisme. Il est encore temps de le traiter. Mais c'était un mensonge. J'avais vu sa mort. Et je savais qu'on ne peut pas changer le destin des puissants, seulement celui des petites gens. Vincent m'a regardé longuement, puis il a fait quelque chose d'inattendu. Il a souri. « Vous mentez, a-t-il dit calmement. Vous savez que je vais mourir aujourd'hui quoi que je fasse, n'est-ce pas? » Mon cœur s'est arrêté. Comment le savait-il? J'ai appris beaucoup de choses sur votre don ces derniers mois, a-t-il continué. J'ai fait mes propres recherches et j'ai compris quelque chose. Vous pouvez changer les petites morts, sauver un individu ici ou là. Mais les grandes forces, les événements majeurs, ceux-là sont immuables, et ma mort, apparemment, fait partie de ces événements. Il s'est levé et s'est approché de la fenêtre. Vous savez ce qui est ironique? J'ai passé ma vie à essayer de contrôler l'avenir, à éliminer l'incertitude. Et maintenant, face à ma propre mort, je réalise que tout ce contrôle était une illusion. Il s'est retourné vers moi. Mais je peux encore contrôler une chose. Ce qui arrive après ma mort. Ses successeurs vont se battre pour le pouvoir. Le cercle va se déchirer. Et dans ce chaos, vous allez voir votre chance de vous échapper. N'est-ce que ça pas? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête.
Vincent a souri à nouveau. Bien. Alors voici mon dernier ordre. Quand je serai mort, prenez cette chance. Échappez-vous. Retournez auprès des vôtres. Il a sorti une enveloppe de son bureau et me l'a tendue. Ceci contient tous les noms de notre liste, toutes les voyantes que nous avons identifiées. Prévenez-les. Dites-leur de se cacher mieux. Parce que mon successeur, quel qu'il soit, ne sera pas aussi philosophique que moi. J'étais abasourdi. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Il a regardé sa montre. 11h25. Plus que 12 minutes. Vincent s'est rassis à son bureau. Parce que j'ai réalisé quelque chose ces derniers mois en vous observant. Vous n'êtes pas nos ennemis. Vous êtes juste des témoins. Des femmes condamnées à porter un fardeau terrible. Et nous, le cercle, nous avons passé des siècles à vous pourchasser par peur, par arrogance, pensant que nous pouvions contrôler quelque chose qui ne peut pas l'être. Il a touché son front, comme s'il sentait déjà la douleur à venir. Peut-être que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler l'avenir, mais d'accepter qu'il nous échappe, de vivre pleinement le présent qu'il nous reste. À 11h30 précises, les membres du conseil sont entrés dans le bureau. 7 hommes en costume, l'élite du cercle. Ils m'ont regardé avec suspicion, mais n'ont rien dit. La réunion a commencé. Discussion sur les opérations en cours, les nouvelles acquisitions, les menaces et potentielles. Vincent dirigeait avec son autorité habituelle, mais je voyais ses mains trembler légèrement. À 11h36, il s'est interrompu au milieu d'une phrase. Sa main gauche est allée à sa tempe. Ses yeux se sont écarquillés. Monsieur Armand a demandé un des hommes inquiets. Vincent m'a regardé une dernière fois. Un regard de compréhension, presque de gratitude. Puis il s'est effondré. Ce qui a suivi a été le chaos. Les hommes se sont précipités, appelant les secours. Quelqu'un a commencé un massage cardiaque, mais je savais que c'était inutile. J'avais vu cette scène des dizaines de fois dans mes visions. Dans la confusion, personne ne faisait attention à moi. J'ai glissé l'enveloppe dans ma poche et je me suis dirigé vers la porte. Un garde m'a arrêté. « Où allez-vous? » « Chercher de l'aide, ai-je répondu. Les urgentistes sont déjà en route. Restez ici. Mais à ce moment, un des conseillers a crié. « Il est mort! Mon Dieu! Vincent est mort! » Le garde s'est retourné instinctivement vers le bureau. C'était ma chance. J'ai couru, dans le couloir, puis dans l'escalier. Les alarmes se sont déclenchées derrière moi. Des voix criaient, mais j'avais l'avantage. J'avais vu ce moment 100 fois. Je connaissais chaque tournant, chaque issue. Au rez-de-chaussée, la porte principale était bloquée. Mais je savais qu'il y avait une sortie de service à l'arrière. J'ai traversé la cuisine déserte, poussé la porte qui donnait sur une ruelle. Hélène était là, exactement comme je l'avais vue. Elle m'attendait depuis 1 heure dans une voiture volée. « Monte !» a-t-elle crié. Nous avons roulé à travers Genève, changeant de direction constamment pour semer d'éventuels suiveurs.
À la frontière française, nous avons abandonné la voiture et continué à pied à travers les montagnes. 3 jours plus tard, épuisés et affamés, nous sommes arrivés au château. Les femmes nous ont accueillis comme des héroïnes, mais je ne me sentais pas comme une héroïne, je me sentais vidé, brisé. J'avais regardé un homme mourir en sachant que je ne pouvais rien faire. Même s'il était mon geôlier, même s'il représentait tout ce que je détestais, sa mort me hantait. Angèle m'a serré dans ses bras. Tu as fait ce que tu devais faire. Tu nous as sauvés. Mais la vérité, c'est que Vincent s'était sauvé lui-même en choisissant, dans ses derniers instants, d'être humain plutôt que tout-puissant. Les mois suivants ont été étranges. Le cercle était en pleine guerre interne. 3 factions se battaient et pour le contrôle. Ils étaient trop occupés à s'entre-déchirer pour nous pourchasser. Nous avons utilisé ce temps pour contacter toutes les femmes sur la liste de Vincent. Certaines nous ont cru. D'autres ont pensé que nous étions folles. Mais au moins, nous avions essayé. Maintenant, 2 ans plus tard, je vis toujours au château. Le cercle s'est stabilisé sous un nouveau leadership. Ils savent où nous sommes, mais ils nous laissent tranquilles. Pour l'instant. Peut-être que la leçon de Vincent a porté ses fruits, ou peut-être qu'ils attendent juste le bon moment. Mon don n'a pas disparu. Il est même devenu plus fort. Je vois maintenant des choses que je ne veux pas voir. L'avenir de notre planète, les catastrophes à venir, les guerres, les famines, les effondrements. C'est le prix du 3e niveau. Voir non seulement les morts individuelles, mais la mort de notre civilisation elle-même. Angèle dit que c'est notre malédiction d'être des Cassandres modernes, de savoir sans pouvoir agir, de crier dans le désert sans être entendu. Mais je ne suis pas d'accord. Oui, nous ne pouvons pas changer les grandes lignes, mais nous pouvons changer les petites choses. Sauver quelques personnes, ici et là. Offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin. Prévenir quand nous le pouvons. C'est peu, mais c'est quelque chose. Les gens du village ont recommencé à me parler. Lentement, prudemment. Ils viennent parfois me demander des conseils. Devrait-il prendre tel travail? Déménager dans telle ville? Je ne leur dis jamais ce que je vois vraiment, mais je les guide doucement vers les choix qui leur éviteront le pire. Hélène et moi sommes devenus proches. Elle comprend ce que je traverse d'une façon que personne d'autre ne peut comprendre. Les autres femmes du château aussi. Nous formons une famille étrange, liée non par le sang, mais par ce don terrible que nous partageons. Parfois, la nuit, je pense à Vincent, à ses derniers mots, au fait qu'il a choisi de m'aider plutôt que de s'accrocher à son pouvoir. Je me demande s'il a vraiment compris dans ces derniers instants ce que c'est d'être nous. Hier, j'ai eu une nouvelle vision. Pas une mort cette fois, quelque chose de différent. J'ai vu une jeune femme, peut-être 20 ans. Elle se réveillait d'un accident, exactement comme moi il y a 3 ans.
et dans ses yeux, j'ai reconnu ce regard, le regard de celle qui commence à voir, une nouvelle voyante, une nouvelle sœur qui va bientôt avoir besoin d'aide. Je ne sais pas encore qui elle est, ni où elle se trouve, mais je la trouverai. Parce que c'est ça, finalement, notre véritable pouvoir, pas de prédire l'avenir, mais de nous trouver les unes les autres, de ne pas laisser les nouvelles venues affronter seules ce fardeau, de construire quelque chose qui ressemble à de l'espoir dans un monde qui nous a toujours rejetés. Le don ne disparaîtra jamais. Il se transmet de génération en génération, de femme en femme. Nous sommes les gardiennes d'un serait que l'humanité n'est pas prête à accepter, que l'avenir est écrit, que le libre arbitre est une illusion réconfortante, que nous sommes tous prisonniers d'un destin qui se déroule inexorablement. Mais peut-être que le véritable secret n'est pas celui-là. Peut-être que le véritable secret, c'est que même dans un avenir déterminé, nos choix ont un sens, que la façon dont nous vivons avec notre connaissance définit qui nous sommes. Vincent a choisi la compassion face à sa mort. Je choisis l'aide face à mon don. Et ce choix, personne ne peut me l'enlever. Pas le cercle, pas le destin. Personne. Alors oui, j'annonce les décès avant qu'ils arrivent. C'est mon don interdit, ma malédiction. Mais c'est aussi, d'une certaine façon, ma liberté. Parce que dans un monde où tout est déterminé, choisir comment porter son fardeau est le dernier acte de rébellion qui nous reste. Ce matin, en me réveillant, j'ai senti quelque chose de différent. Une légèreté dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. Peut-être était-ce le fait d'avoir partagé mon histoire avec vous, de savoir que quelque part, quelqu'un m'écoute et ne me juge pas. Angèle est entrée dans ma chambre avec le café. Elle m'a regardé et a souri. Tu as l'air différente aujourd'hui, moins accablée. Je lui ai souri en retour. Peut-être que je commence enfin à accepter, à vivre avec au lieu de lutter contre. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Tu sais, quand j'ai commencé à voir, il y a 30 ans, je pensais que ma vie était finie, que je n'aurais jamais de paix, jamais de joie. Mais j'avais tort. On trouve la paix. Juste pas là où on l'attendait. Nous sommes restés assises en silence, buvant notre café, regardant le soleil se lever sur les vignobles à travers la fenêtre. Des moments comme celui-ci, simples et paisibles, sont devenus précieux. Parce que je sais maintenant que chaque instant compte, que même si l'avenir est écrit, le présent nous appartient. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de Mathieu. Il avait trouvé la jeune femme de ma vision. Elle s'appelait Claire. Elle vivait près de Marseille et venait de sortir du coma après un accident de voiture. Elle commençait à avoir des visions et pensait devenir folle. Hélène et moi partons demain pour la rencontrer, pour lui expliquer, pour lui offrir ce que personne ne m'a offert au début, une communauté, une compréhension, un refuge.
C'est devenu notre mission, à toutes. Trouver les nouvelles venues et les guider. Construire un réseau de soutien qui traverse les générations. Préparer celles qui viendront après nous à porter ce fardeau avec plus de grâce que nous ne l'avons fait. Le cercle nous observe toujours. Leurs drones passent parfois au-dessus du château. Leurs agents surveillent nos déplacements. Mais ils ne nous arrêtent pas. L'équilibre fragile établi par Vincent tient toujours. Nous restons discrètes. Nous ne causons pas de problèmes. Et en échange, ils nous laissent à Hunland vivre. Mais je sais que cet équilibre ne durera pas éternellement. J'ai vu l'avenir du cercle. Dans 10 ans, un nouveau leader arrivera au pouvoir. Quelqu'un de plus ambitieux, de plus impitoyable que Vincent. Quelqu'un qui verra en nous non pas des témoins à tolérer, mais des ressources à exploiter. Quand ce moment viendra, nous devrons être prêtes. Angèle travaille déjà sur un plan. Un réseau de refuges à travers l'Europe, des identités de secours, des routes d'évasion. Nous ne serons plus jamais prises au dépourvu. 10 ans, c'est long. Assez long pour former Claire et les autres nouvelles venues. Assez long pour renforcer notre communauté. Assez long pour préparer notre survie. Ce soir, toutes les femmes du château se réunissent dans la bibliothèque. Nous allons accueillir Claire. Lui raconter nos histoires. Lui montrer qu'elle n'est pas seule. Qu'elle n'est pas folle. Qu'elle fait partie de quelque chose de plus grand qu'elle. Une lignée de femmes qui traversent les siècles. Des oracles. Des voyantes. Des prophétesses, réduites au silence par l'histoire, mais jamais vraiment disparues, toujours présentes, murmurant leur vérité dans l'ombre. Et moi, je continuerai à voir, à annoncer les décès avant qu'ils arrivent, à porter ce don interdit que personne n'ose vraiment nommer. Mais je ne suis plus seul, et ça change tout.